Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce vendredi 11 novembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. La dernière journée des premières assises de la drépanocytose était notamment consacrée à la gestion de la douleur en cas de crise, témoignage original et émouvant d'un jeune malade. La 7e édition du Festival caribéen de la bande dessinée se poursuit à Bémao. Coup de caméra ce soir sous le coup de crayon d'une jeune illustratrice autodidacte. Une douzaine de jeunes judokas s'entraînent d'arrache-pied pour représenter dignement la Guadeloupe à un tournoi international à la Barbade à la fin du mois. Gros plan ce soir sur leur préparation. Le journal, Roni Nabal. Les premières assises internationales de la drépanocytose en Guadeloupe se sont poursuivies aujourd'hui. À l'auberge La Vieille Tour au Gosier, les traitements pour cette maladie génétique la plus fréquente dans le monde demeurent limités et les espoirs se portent sur la thérapie génique. Mais c'est au quotidien que les personnes atteintes de drépanocytose doivent vivre avec cette maladie contraignante et invalidante. La drépanocytose se caractérise par des crises très douloureuses qui surviennent régulièrement tout au long de la vie du malade. C'est cette question de la douleur et de sa gestion précisément qui ouvrait les débats de ce matin. Reportage Muriel Barlaigne. J'ai souvent mal au dos, je me sens mal dans ma peau. Je dois me lever tôt pour aller à l'hosto. De la morphine il me faut et encore boire de l'eau pour repartir aussitôt. Guérir pour arrêter de souffrir. Alik a choisi le slam pour exprimer ses sentiments de jeune drépanocytaire. Il fait partie des malades qui souffrent. Quand j'ai des douleurs, c'est très douloureux. Ça monte vite. Au départ, ça vient d'un coup et ça monte de plus en plus. Donc, pour faire passer un peu la douleur, on me donne des médicaments, du Doliprane. Et si ça passe pas, on est obligé d'aller à l'hôpital. Tu arrives à supporter ça? Quand c'est pas trop fort, j'arrive un peu, mais sinon, des fois, je pleure quand même. Les douleurs sont les principales complications de la drépanocytose. Elles étaient au centre de l'une des interventions de cette 3e journée de rencontre sur la maladie. Un sujet qui intéressait particulièrement les patients et leurs parents. Aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes qui se cachent derrière ces crises qui ne concernent que certains malades. Il va y avoir dans les vaisseaux, ils vont être bouchés par des globules rouges qui sont falciformés et l'oxygène ne va plus arriver aux tissus qui devraient recevoir de l'oxygène et les personnes atteintes de drépanocytose risquent d'avoir mal. Ils peuvent avoir mal absolument partout, dans les os, dans le ventre, dans la tête et c'est vraiment leur complication très souvent principale. Les premières crises de douleur apparaissent dès le 4e mois chez l'enfant qui a mal aux pieds et aux mains. Pour les soigner, il existe des solutions médicamenteuses. Alors, la recherche a fait énormément de progrès. D'abord, on a de plus en plus d'antalgiques. Il ne faut pas hésiter à utiliser la morphine quand c'est nécessaire parce que c'est dans certaines douleurs importantes le seul médicament qui peut vraiment calmer les personnes. Et puis à l'heure actuelle, on fait aussi beaucoup de recherches sur d'autres mécanismes de la douleur avec d'autres médicaments possibles. Mais ça, c'est plus de la recherche. Et puis enfin, on arrive dans beaucoup de cas à prévenir la douleur par le cyclose. Ça fait produire du sang. Le sang que l'on produit quand on est nouveau-né, qui s'appelle le sang, l'hémoglobine F. Et l'hémoglobine F empêche les globules rouges de falciformer. Il est aussi possible de prévenir les crises en cultivant une bonne hygiène de vie. Les malades sont invités à boire beaucoup d'eau et à se relaxer, car le stress est un élément déclencheur. Pour apprendre à vivre avec ces symptômes, les familles gagneraient à recevoir un accompagnement psychologique. Il n'est pas encore systématique partout. La saison de pêche au Lambi a débuté le 1er octobre dernier et s'étend jusqu'au 31 janvier prochain.
4 mois durant lesquels les pêcheurs professionnels régulièrement déclarés et eux seuls peuvent extraire de la mer ce mollusque dont la pêche est très réglementée. Cette espèce est protégée et les restrictions autour de sa pêche doivent permettre de ne pas dépasser un prélèvement raisonné de l'ambi. Direction donc l'un des marchés de poissons de Pointe-à-Pitre pour se rendre compte de l'engouement que ce mollusque a auprès de la population. Reportage signé Joël Saint-Cylie. Grand-guêles, tanches, barbarins, chirurgiens et autres langoustes n'ont qu'à bien se tenir. Actuellement, la star, c'est le lambi. Depuis le 1er octobre, date de l'ouverture de la période de la pêche du lambi, le mollusque est très courtisé. Quand il a mettre ça par saison, nous avons tel engouement que ça devient un produit de luxe. Avant, nous ne mangeait pas lambi, mais à l'aide des pouvoirs, ils ont fermé lambi. Là, tout le monde, c'est lambi, ils veulent manger tout le monde. C'est donc la réglementation qui susciterait l'engouement, selon ce marailleur. Rappelons tout de même qu'en Guadeloupe, la pêche du lambi est ouverte du 1er octobre au 31 janvier et qu'elle est strictement réservée aux pêcheurs professionnels. Côté consommateur, après avoir patienté plusieurs mois, le 1er octobre apparaît comme une espèce de délivrance. Ah ben j'aime le goût du lambi, j'attendais le début de la saison avec impatience, donc là ça a commencé, je suis déjà là. Hein. Vous savez la saison est ouverte, alors venez acheter lambi. Oh mais en savant, on voit ça sur le journal, le 1er octobre ou janvier. En temps, qui j'ai acheté, des lambi comme ça? Eh ben non, pas de autant de monde, c'était 2 ou 3 monde, c'était un petit cas là, Alors, le monde à l'air plein, on ne peut pas dire bon mot. Question réglementation, il faut encore savoir que le pavillon du coquillage pêché doit être formé et son poids en chair ne doit pas être inférieur à 250 grammes. De plus, il est interdit de présenter le lambi découpé. Côté prix, on le trouve en moyenne à 20 € le kilo, un tarif largement accepté. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Il y a une saison par an, donc il faut bien que tout le monde gagne dessus. Donc c'est raisonnable. En général, au moment de l'achat du mollusque, on sait à l'avance quel sera son sort, ou plutôt à quelle sauce il sera dégusté. Il faut savoir aussi que tout restaurateur ou marailleur doit pouvoir justifier de la provenance du lambi en produisant une facture détaillée. Les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 22 000 € et 6 mois d'emprisonnement. Des règles strictes dans l'intérêt des professionnels eux-mêmes, des consommateurs et du lambi. Et il vous reste encore un bon mois et demi pour en profiter. La 7e édition du Festival caribéen de la bande dessinée, du manga et de l'album de jeunesse se poursuit jusqu'à dimanche à la médiathèque Paul Mado à Bémao. Cette édition 2016 de Caribule propose comme chaque année des rencontres avec des auteurs locaux et invités, des conférences et des ateliers à l'attention des enfants mais également des adultes. Ce matin, l'un d'eux portait sur la création de personnages. Un atelier animé par l'illustratrice Véronique Charlos. Reportage Muriel Barlaigne. Comment créer un personnage de bande dessinée? Véronique Charlos, graphiste et illustratrice, a apporté des éléments de réponse dans un atelier jeunesse proposé dans le cadre du festival Caribule. Atelier qui a séduit des mordus de dessins de tout âge. Pour la plupart, ils avaient déjà un bon coup de crayon et des attentes bien précises. J'attendais surtout qu'on puisse apprendre à dessiner les expressions des personnages en fonction de leur caractère et aussi leur morphologie, leur posture, apprendre à les manipuler, à s'approprier les personnages qu'on crée en fonction du résultat qu'on veut et progresser aussi dans la technique de dessin parce que je pense qu'il y avait pas mal de dessinateurs qui s'attendaient à pouvoir progresser, exagérer les expressions, surtout s'ils font de la BD ou du manga où c'est vraiment des expressions très exagérées. Donc surtout expression et morphologie. En 1 heure, l'animatrice s'est attachée à partager ses techniques, comme par exemple l'utilisation de figures géométriques pour composer un visage et un corps. Donc c'est faire des boudins pour les parties du corps, c'est la tête, le cou, les bras, le torse. Voilà, c'est faire des ronds pour comment je pourrais dire, bien mettre en place le corps
pour savoir où se trouvent les bras, etc. Quelle forme on veut qu'ils aient, si on veut qu'ils soient forts ou minces, voilà. Quant aux expressions et mimiques, pas de miracle. Pour l'illustratrice, le meilleur conseil, c'est d'observer. Il suffit de prendre un miroir, de se regarder, de faire des petites mimiques, sourire et observer où se placent, par exemple, les pommettes, les yeux, comment sont les yeux pour refaire ça sur une feuille de papier. Et comme un sportif de haut niveau, le dessinateur est invité à s'entraîner encore et encore pour améliorer ses performances. Dans un instant, nous irons à la rencontre de jeunes judokas qui se préparent pour une compétition à la Barbade. Mais pour l'heure, c'est en République d'Haïti que nous nous rendons pour débuter notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région Haïti, où les volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés pour éviter une nouvelle épidémie de choléra. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Depuis le 8 novembre, une importante campagne contre le choléra a été lancée par les autorités dans le sud d'Haïti. Plus de 300 volontaires de la Croix-Rouge haïtienne seront déployés dans les régions dévastées par l'ouragan Mathieu. Des messages de prévention seront délivrés dans le but d'inciter les populations concernées à se faire vacciner. Depuis le passage du phénomène sur l'île au début du mois d'octobre, faisant 1 millier de morts, près de 4000 personnes contaminées par le choléra ont été recensées, en particulier dans le sud-ouest du pays. Jusqu'au lundi 14 novembre, les volontaires de la Croix-Rouge, originaires des régions touchées, vont distribuer des doses de vaccins à plus de 800 000 personnes. Le passage de Mathieu n'a fait qu'aggraver la situation alors que l'épidémie de choléra est apparue en Haïti au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010. 30 000 cas de choléra sont dénombrés chaque année. Plus de 2 millions de personnes auraient besoin d'une assistance médicale. Le Premier ministre du Canada effectuera des visites officielles à Cuba et en Argentine du 15 au 18 novembre, puis se rendra au Pérou du 19 au 20 pour participer à l'APEC 2016, le sommet des dirigeants d'entreprises dans la région Asie-Pacifique. La visite de Justin Trudeau à Cuba n'est pas surprenante. Le Canada entretient des relations de longue date avec l'île. Au cours de sa visite, le Premier ministre rencontrera le président cubain Raúl Castro et un certain nombre de dirigeants d'entreprises locaux. Ce voyage permettra au Canada de renforcer ses relations avec Cuba et de collaborer plus étroitement à la croissance économique durable, à la gouvernance inclusive, à la sécurité, au changement climatique et à l'égalité entre les sexes. Le Canada et Cuba entretiennent une relation fondée sur près de 3/4 de siècle d'engagement diplomatique ininterrompu et de coopération constructive dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, l'aide au développement, la sécurité et le tourisme. Cuba est un marché important dans la sous-région Caraïbes-Amérique centrale, avec un commerce bilatéral de marchandises évalué à plus d'$1 milliard par an. Le Honduras connaît un phénomène de violence extrême tel que le connaissent les pays centra-américains du Triangle du Nord, autrement dit le Salvador, le Honduras et le Guatemala. Les causes ont toujours été multiples: trafic de drogue, corruption des élites, affaiblissement des familles, misère et chômage, qui incitent les jeunes des quartiers populaires à ne voir un ascenseur social que dans les gangs, la criminalité et le racket. En 2014, le Honduras venait de détrôner le Salvador au palmarès mondial des États connaissant le plus fort taux d'homicide, hors pays en guerre. Ces dernières années, la palme macabre passe successivement d'un pays à l'autre. Ces pays ont été contaminés quand les États-Unis ont massivement renvoyé les chefs de gang de Los Angeles dans leur pays d'origine, une fois leur peine de prison purgée. Le phénomène des gangs a fini par contaminer les communautés, les écoles, la police et jusqu'au gouvernement. Retour chez nous, faute de moyens financiers, il est souvent difficile pour les associations culturelles et sportives guadeloupéennes d'aller montrer leur savoir-faire en dehors de nos eaux, des eaux de l'archipel. Et pour faire le complément des subventions accordées par les collectivités, elles doivent se montrer débrouillardes en organisant vente de repas ou tombola. C'est le cas de 2 clubs de judo associés depuis des années. Une quinzaine de leurs judokas, de leurs licenciés, doivent se rendre à la Barbade pour participer
à un tournoi international du 25 au 28 de ce mois. Joël Saint-Cily a assisté à une séance d'entraînement de ces jeunes très déterminés. Reportage. Une compétition internationale, ça se prépare. Une évidence pour les judokas de l'OMCS de Capesterre-Belo et de la Dacinra. Alors ils répètent leur gamme et multiplient les randonnées, histoire de bien figurer à Barbade. Et côté motivation, là, pas de problème, le moral semble être au top. Je souhaite partir de pour combattre contre les Barbadiens pour gagner, pour avoir l'esprit combatif et qu'on représente Capesterre-Belo. Donc voilà, on représente la Guadeloupe et je vais pour gagner à Barbade. Je souhaite gagner, être première dans le championnat international et faire surtout en sorte que l'INRA et Capesterre gagnent en première position. Confiants, nos judokas, mais conscients de ce qui les attend, à Barbade, ce sera le haut niveau. Il faudra rencontrer des nations telles que le Brésil ou les États-Unis. Ce qui est le plus difficile, c'est déjà de gérer le stress. Est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu vas pas réussir? C'est quelque chose que je me pose beaucoup de questions. En général, avant les compétitions, je suis souvent assez angoissée, de peur de perdre, parce que je n'aime pas perdre. Donc moi, c'est ça que je pense qui sera le plus difficile à gérer. Le plus difficile, c'est de perdre. C'est le perdre. Et mon père, ça rend malade, ça rend triste. C'est le plus difficile. La défaite, un mot presque banni de leur vocabulaire, de quoi rassurer le sensei. Mais cette tournée barbadienne ira bien plus loin que le judo. Le but, en dehors de l'aspect sportif, c'est que les gamins aussi passent un bon moment en découvrant notre pays, la culture anglo-saxonne, qu'on va aussi visiter l'île, visiter un musée. Donc c'est aussi ça, il n'y a pas que l'aspect sportif, c'est le plus gros morceau, mais en dehors de ça, on essaie quand même de faire une partie culturelle. Et tout cela grâce à la totale implication des parents, parce que 4 jours à Barbade, pour une trentaine de personnes, ce n'est pas donné. C'est pas ça coûte cher. Mais bon, quand même, on se dépense, on fait des foires, ils vont des fois au jus de l'après-midi, on organise des petites foires sucrées-salées pour nous aider aussi. Des fois aussi devant des supermarchés aussi, on va dans des supermarchés mettre des mises en sachet. Il y a des gens qui comprennent, qui nous aident, même c'est 1 euro, 2 euros, mais c'est toujours autant pour mettre sous le billet, ça coûte un peu cher. Mais on se démerde, on se débrouille. Il faut commencer tôt dans l'année. Il faut commencer très tôt. Presque toute l'année. Toute l'année, on se bat. Pour les petits judokas qui deviennent un peu plus grands après, on sera content, on sera ravis de les voir grandir, être judokas comme Teddy Riner. Cette année, il s'agira de leur 4e participation à cette compétition internationale. L'an dernier, ils avaient obtenu la 2e place au classement par équipe, ainsi que le prix du meilleur rippon. Cette fois, l'objectif est de progresser. Et on leur souhaite bonne chance et bon parcours dans ce court tournoi international. Les habitants de l'ouest du Gosier et de Mathurin seront privés d'eau entre 22 h ce soir et 6 h demain. Demain soir, ce sont les habitants du bourg des Abîmes qui n'auront pas d'eau au robinet. Et dimanche, ceux de Capesterre-Belo et des communes d'Essaintes. Il s'agit des délestages programmés par le SIAG sur son réseau dans le cadre des travaux de l'usine de Des-Hauteurs. Un point sur la météo pour clore cette édition. Le ciel devrait être couvert ce soir sur l'ensemble des communes de Guadeloupe avec des averses sont possibles dans l'est et dans le sud de l'archipel. Demain samedi, dans la matinée, le ciel devrait être changeant, mais le soleil sera bien présent dans l'après-midi. Côté qualité de l'air, bonne nouvelle, on est dans le vert avec un indice Atmo 4 annoncé par Guadair. L'information sera présente ce week-end sur Alizé Télévision. Toute l'équipe qui réalise ce journal et moi-même, nous vous souhaitons de passer un bon week-end, une bonne soirée.